C'est pas. Voilà, bienvenue à tous. Donc Luc, qui va, que vous avez déjà vu dans une brève présentation, au moins sur l'invitation, nous a fait le plaisir de partager avec nous une expérience qu'on a trouvée intéressante, qui consiste à accompagner la transformation d'une organisation qui était plutôt orientée, enfin plutôt structurée pour servir en tant que service public et qui s'est trouvé confronté à l'ouverture du marché et donc à une réflexion importante et un changement important pour être prête, pour être performante et pour être, comment dirais-je, à la hauteur de la compétition sur laquelle elle se confrontait. Donc, c'est toujours intéressant de voir comment les choses peuvent évoluer et comment, Luc, tu as pu les aider à aller vers la bagarre, si je peux dire ça. Bien. Donc, on va avoir une petite, je ne sais pas combien de temps, Luc, 3/4 d'heure peut-être de présentation. Oui, à peu près. Voilà. Alors, habituellement, on fait 3/4 d'heure et puis on se donne 1/4 d'heure pour les questions. Mais là, moi, si tu es d'accord, moi, je vous propose, enfin, tu diras, Lucas, mais moi, je trouve que c'est pas mal, puisqu'on n'est pas très nombreux, de rester en mode dynamique et puis de s'interrompre au fur et à mesure, lever la main, et puis voilà, Luc vous dira, attends, je finis ma phrase. Voilà. Et puis on pourra, comme ça, être en mode un peu plus interactif. Ça te va? Ça te convient, Luc, si on procède comme ça? C'est parfait. Je mettrai mon mode en présentation. Et donc, je ne verrai peut-être pas les mains levées, donc n'hésitez pas à lever la voix ou à me faire part de mains que vous voyez. Je vais prendre la main, Dino. Allez, à toi de jouer. Dites-moi simplement si vous voyez la page de garde de la présentation. Oui, on voit même les... Voilà, là, on voit en plein écran. Super. Voilà. Alors, juste un petit mot sur la société qui m'emploie, c'est Arch, c'est un bureau de conseil belge. On travaille principalement 70%, 80% dans le secteur public. Et l'un des clients, même s'il était d'accord pour partager son logo et son nom, je le tairai, mais est situé dans la zone du secteur public. Et donc, pour info, donc on a votre autorisation implicite de l'enregistrement. C'était dans des petites lettres lors de l'enregistrement de votre candidature. On souhaite de l'interaction et l'audience est franco-belge. Hein, donc, n'hésitez pas, si vous n'étiez pas à l'aise en français, de poser vos questions en anglais. J'y répondrai au mieux. Bien, alors, 3 points sur l'agenda rapidement. Le focus sera sur le case study, mais on doit vous expliquer un petit peu dans l'ordre inverse ce que c'est que Human Synergistics et le contexte client. Alors, le contexte client, il s'agit d'une équipe, pour l'instant, centaine de personnes, très calées, très dynamiques dans l'offre technique. Ils sont dans le secteur de la télécommunication. Il y avait initialement, on parle d'il y a 20 ans de la date de création, il n'y avait initialement pas de concurrence pour les services qu'ils offraient. Ces mêmes services existent toujours aujourd'hui et pour ces services, il n'y a toujours pas de concurrence, c'est prévu par la loi. Par contre, les collaborateurs, ils sont valorisés en conséquence. Hein, donc, comme c'est une société avec une offre de services techniques, mais les collaborateurs sont mis en évidence sur base de principalement leur expertise. Et tout ce qui est ce qu'on appelle en Belgique les soft skills, ils se rendent compte que c'est nécessaire et utile, mais ça ne fait pas partie du package, du tronc commun de formation, par exemple. J'exagère à peine en disant ça. Et alors, quel était leur case for action, leur burning platform? C'est qu'en plus de cette position de monopole, il y a 5-6 ans, graduellement, il y a des services supplémentaires qui se sont ajoutés à l'offre des services pour lesquels ils rentraient en concurrence avec le marché privé.
Et donc, ils se sont rendus compte qu'il y avait une double dynamique, hein, celle qu'a expliqué Dino. Tout à coup, ils doivent traiter les clients comme étant un vrai client, pas un usager, pas un utilisateur des systèmes proposés. Mais la seconde dynamique, c'est la croissance. Quand ils ont dépassé un seuil de 60, 70 personnes, ils se sont rendus compte de la nécessité de s'organiser différemment. Et ils ont entamé plusieurs processus d'amélioration, que ce soit des processus de l'organisation. Et la dernière en date, c'est la volonté de s'engager dans une nouvelle stratégie orientée client depuis 2019. Avant, ils se disaient, ils s'auto-acclamaient en étant un benchmark pour étant très fort en operational excellence, hein, dans le modèle de Tricé et Urseva, à droite en haut de l'image. Leur processus était extrêmement efficace parce que autogéré par un groupe d'ingénieurs très calés en leur matière. On les a accompagnés pour plusieurs missions, mais celle-ci est intéressante parce qu'ils se disaient, quand on s'est croisés, c'est étonnant, malgré l'expertise technique et notre degré de formation bien au-dessus du lot, ils ont tous un master ou un doctorat, on arrive que très difficilement à arrondir notre progression. On a une bonne idée de ce qu'on doit faire, mais peut-être il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et quelques exemples sur le slide, une progression plus lente que la durée du traitement. Donc, si la durée du traitement est de reproduire un modèle ou une approche ou un plan d'action, ça prendrait peut-être 3 jours, ben, ils mettent 3 mois pour terminer. Et donc, il y a un manque d'efficacité qui est perçu et qui se traduit par ce qu'ils appellent, eux, oui, la collaboration n'est pas top. Il y a beaucoup de débats sur des choses parfois simples. Il y a ce qu'ils appellent eux-mêmes une culture de email et de réunion. Donc, pour un sujet qui pourrait être traité dans une réunion de 2 heures, ils mettent une dizaine de réunions avec un multiple de courriers électroniques qui s'ensuivent. Et donc, tout ça, comme conséquence, une prise de décision lente. Et le deuxième point, je ne sais pas si c'est un symptôme ou une cause racine, mais ils ont une tendance à remettre systématiquement en question des décisions qu'ils ont prises qui étaient déjà un processus lent. Tout ça, ce sont les commentaires du client. Et alors, accessoirement, il y a 2 autres points. Il y a un degré d'adoption sur les nouveautés, les innovations qui n'est pas optimal. C'est ce qu'eux disaient. Et effectivement, il y a une faible maturité managériale parce que le focus, il est principalement sur les choses non stratégiques et plutôt tactiques et opérationnelles. Les gens qui sont à la tête de la société sont les mêmes personnes qui ont démarré la société il y a 25 ans. Voilà. C'est un entonnoir pour arriver à une question latente, implicite, qui régnait en disant comment se fait-il qu'on a des difficultés? Est-ce peut-être lié à la culture d'entreprise? Et ça, c'est le démarrage de la réflexion et du débat. Ils ne savaient pas ce que c'était qu'exactement la culture. Ils ne faisaient pas de projection de savoir si il y avait des projets ou des outils ou des réflexions qui pouvaient les mener à bien dans cette quête, dans cette poursuite d'optimalisation de leur situation liée à la culture. Côté dur, un changement, un projet, pas de souci. Côté soft, réflexion culturelle notamment, sans être exhaustif, c'était surtout un inconnu. Et donc, Arch avait une expérience préalable avec Human Synergistics, on leur a parlé de ça, et d'une chose l'autre, on arrive au deuxième slide. Il y a une demande, après les échanges, il y a une demande de clients, mais comme vous avez utilisé un outil et que vous êtes certifié dans l'utilisation de cet outil, de Human Synergistics, pouvez-vous nous faire une offre pour analyser la culture idéale? La culture actuelle, on ne va pas pouvoir la changer, mais c'est ce qu'il disait, mais la culture idéale, c'est facile, tout le monde est d'accord, et comme ça, on prouve le bon fonctionnement de vos outils d'analyse. Ça nous permettra d'être critiques, peut-être d'augmenter l'adoption face à cette approche. Et leur demande, c'est donc de formaliser cette réflexion
mais également de traduire, ce sont des ingénieurs principalement, de traduire ça en termes de plans d'approche pratique pour améliorer leur situation et pour les aider à réaliser cette transformation stratégique. Il y a plusieurs transformations de l'organisation, donc du modèle opératoire, de la stratégie, comme je vous ai expliqué. Et il voulait savoir, il voulait être certain, en plus de l'approche rationnelle et cartésienne, qu'ils n'allaient pas oublier certaines choses dont ils ignorent le vrai sujet. Ils appellent ça la culture. Je peux t'interrompre, Luc? Est-ce que c'est déjà un indice où il montre que, en te demandant de te focaliser sur la culture idéale, un indice qui précise que c'est eux, par là, qu'ils pensaient pouvoir s'améliorer. C'est ça? C'est-à-dire, si on n'est pas performant, est-ce que ce n'est pas à cause de nos schémas, de nos valeurs, de notre manière de concevoir une organisation idéale? C'est ça? À moitié, Dino. Je pense que l'autre moitié, mais c'est très subjectif comme interprétation, c'est que dans nos échanges et les exemples qu'on a donnés, ils ont retenu culture idéale. Ça doit être très facile à introduire chez nous dans l'organisation, malgré qu'il y a la moitié du corps managérial qui sera sans doute très opposé à cette idée de passer du temps là-dedans. Parce qu'ils n'ont pas le temps, ils ne sont pas intéressés, ça ne fonctionne pas, etc. Et je pense qu'il y a ces deux raisons-là qui fait qu'eux ont pensé bien faire de commencer avec la culture idéale, mais en même temps, c'est une demande qu'on a approuvée, mais pour d'autres raisons. C'est qu'il y a une certaine logique, on va le voir dans le modèle du fonctionnement de la culture que tu vas expliquer, Dino, tout à l'heure. Et un peu par hasard, ils avaient suggéré la bonne approche. Et vous verrez également que le quick win n'était pas un si quick win que ça. Vous avez des commentaires ou des questions? Bien. Il y a 2 slides sur la présentation de Human Synergetics. Je vous invite à consulter le site web si ce n'est déjà fait. Toute l'information est là et l'intention n'est pas de dupliquer ça ici aujourd'hui. Mais je vais quand même donner l'opportunité à Dino de brièvement présenter Human Synergetics. Alors, brièvement, on va dire qu'on est cinquantenaire, même plus. Nous sommes des quinquagénaires de la mesure des comportements dans les organisations, hein, on va dire ça. On se définit comme une boîte qui aime, qui sait comment on mesure la manière dont les gens se comportent, soit lorsqu'ils sont seuls, soit lorsqu'ils sont en relation avec les autres, soit lorsqu'ils sont face à une équipe, ou soit lorsqu'ils sont dans une organisation. Et on arrive à travers nos façons de procéder, à synthétiser tout ça sur un graphique qu'on appelle le circonflexe et qui explique d'une façon très facilement appréhendable par tout le monde comment comprendre ce qui se passe au niveau qu'on est en train d'observer. Quels sont les comportements qui sont implicitement ou explicitement encouragés de la part du système qu'on observe. Merci Dino. Vous voyez ici sur le dernier slide de la présentation de Human Synergetics des copier-coller de leur site web. Si vous cherchez un petit peu, vous allez voir qu'il y a des hyperliens derrière tous les textes en bleu et qui expliquent brièvement ce à quoi servent les différents outils. Sachez qu'il y a 35 produits différents. Je suis certifié, mais je travaille de façon indépendante avec Arch de Human Synergetics. On a fait 4 missions jusqu'à présent ensemble. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un support dans l'utilisation des outils, mais également, si souhaité, dans l'interprétation des données. Et Valère Kauenberg, par exemple, Valère, ici présent, me donne très souvent un support dans l'interprétation des données pour la situation en Belgique. Voilà. Donc, une fois de plus, je vous invite à aller voir leur site web, il est pas mal fait.
juste pour une dernière chose, pour clarifier, ce sont des outils qui peuvent se faire, qui se font principalement, pas pour tous, mais ceux qu'on a utilisés chez notre client sur base de questionnaires. Et les questionnaires ont souvent des échelles Likert, hein, donc avec des scores de 1 à 5 ou de 1 à 7, avec une moyenne qui est possible de choisir, etc. Et les outils sont disponibles soit sur papier, soit en ligne, dans toutes les langues dont j'ai déjà eu besoin jusqu'à présent. Alors, le case study, avant de commencer le case study, n'hésitez pas à m'interrompre. Hein. Pour le case study, il est là, il est résumé là, et ça fait partie de la réflexion sur le fonctionnement de la culture. Dino, souhaites-tu expliciter? Écoute, je peux dire rapidement quelque chose. En fait, la chose qui est importante, c'est que nous, on travaille sur un modèle. Voilà. On a un modèle qui explique comment fonctionne la culture, et c'est ce qui va faire le lien dans toutes nos interactions avec le client. À chaque fois, on sait décrire la cause, on sait pourquoi, par exemple, la culture actuelle, celle qui est marquée sous l'étape 3, pourquoi elle a ce profil-là, qu'est-ce qui l'influence. Et on voit ça dans nos schémas, enfin dans nos cours d'accréditation. On explique tout ça en détail. On sait ce qui l'influence, la culture actuelle, et on sait ce qu'elle produit en termes de résultats, autant au niveau individuel qu'au niveau du groupe et au niveau de l'organisation. Voilà. Et évidemment, cette culture actuelle, eh bien, on vise tous, on cherche tous à ce qu'elle soit la plus proche possible de notre culture idéale. C'est un petit peu comme nous, lorsqu'on nous encourage à devenir ce que nous sommes. Hein, on n'est jamais aussi efficace que lorsqu'on est en phase avec soi-même. Ben, je pense que dans les organisations, ça a du sens de dire ça aussi. Une boîte qui a des valeurs idéales, celles qui sont marquées sous l'étape 1, c'est le modèle idéal dont tu vas parler tout à l'heure, j'imagine, Luc. Oui. Eh bien, normalement, si c'est son idéal, eh bien, c'est comme ça que ça devrait se passer dans l'organisation. C'est-à-dire les comportements qui sont idéalement souhaités devraient être ceux qui sont effectivement mis en place. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a des chemins, des étapes entre l'idéal et l'actuel qui expliquent pourquoi. Souvent, on remarque que dans les boîtes où on écrit il faut travailler en équipe, l'équipe, c'est notre survie, etc. Et où on constate que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe, et bien effectivement, c'est parce qu'il y a des facteurs qui expliquent ces écarts et qu'il faut pouvoir traiter entre les deux pour pouvoir aligner les deux modèles. Bon, voilà, c'est très, très vulgarisé ce que je dis, mais en tout cas, ce qui est important de garder en tête, c'est qu'on a un modèle. Les sujets liés à la culture ne sont pas faciles à appréhender. Donc, si en plus on est tout le temps dans le flou, c'est la catastrophe. Donc là, on a un modèle, on sait sur quoi on travaille, comment on voyage dans toutes nos interactions avec le client, et ça nous donne quand même une solidité en tant que coach ou en tant que consultant pour accompagner les systèmes. Merci. Et ce qui a été fort apprécié en tant que consultant, mais également et surtout par mes clients et mon client d'aujourd'hui en particulier, c'est la création d'un vocabulaire qui soit graphique dans les circonflexes ou utilisation sémantique qui est partagée. Et il y a une constance dans l'utilisation de ce vocabulaire pour représenter la théorie et le modèle, bien entendu, à travers les différentes analyses. Et le modèle que vous voyez sur écran maintenant mentionne quelques acronymes en 3 lettres. Vous ne m'en voudrez pas, je suis consultant. Et ce sont des acronymes en anglais. OCI, c'est Organizational Culture Inventory. Donc, on fait un inventaire qu'on représente sur le circonflexe. Le OEI, c'est le Operational Effectiveness Inventory. Et on peut avoir le souhaité, OCI souhaité, ou le OCI actuel. Ça, c'est le cœur du message, parce que vous voyez sur le slide suivant, voici, il y a ces 3 étapes qui reviennent. Et on a défini ensemble, rappelez-vous le fameux Quick Win, on définit la culture idéale,
Et on a fait ça un peu de façon top-down. Donc, il y avait 2 directeurs et 11 cadres intermédiaires qui ont des responsabilités de gestion d'équipe, qui ont participé à la définition de la culture idéale. Sur le slide suivant, j'expliquerai comment on a procédé. La deuxième étape, on n'a pas directement mesuré la culture actuelle, mais on a suggéré d'identifier les éléments de leadership, donc les comportements et les préférences et les styles de leadership qui expliquent la différence entre une culture idéale et l'interprétation par le management et donc la culture actuelle. Et qu'est-ce qu'on a fait? On analyse donc l'impact des dirigeants, donc la même équipe que ceux qui ont été impliqués pour la culture idéale, avec des outils d'évaluation de ces personnes de type feedback à 360 degrés. Il y a une nuance entre les outils pour les directeurs et pour les managers. La nature des questions diffère un petit peu. Et chaque participant sur les 13, je pense qu'il y avait 13 participants de mémoire, ont pu donner un libre choix de 5 à 10, donc c'est la fourchette, répondant sur leur style perçu par autrui. En même temps, ils ont estimé leur style eux-mêmes, et donc ça donne la possibilité de comparer la perception d'autrui à sa propre perception et d'analyser les deltas les plus importants. Et donc, ces outils, forcément, donnent lieu à une évaluation des résultats avec chaque participant, mais également un coaching optionnel. Je vous poserai une question là-dessus. Et en troisième étape, on a fait un inventaire de la culture actuelle qui donne non seulement la culture actuelle, mais aussi l'inventaire de l'efficacité actuelle. Donc ça, c'est vous qui l'avez suggéré, ça, Luc? Parce que le client, au départ, ils n'étaient pas partis sur l'idée d'analyser la culture actuelle, si j'avais bien compris. Non, et en fait, le système budgétaire du secteur public belge fait en sorte que tu dois prévoir une approbation du budget initial estimé. Et c'est une procédure assez lourde. Et ça ne prévoyait que les 2 premières phases. Donc, parce qu'il y avait un scepticisme initial, vu la méconnaissance de l'approche. Et ça a été. Donc, on l'avait suggéré depuis le début, mais ça n'avait pas été validé. D'accord. Et ça a été revalidé par après, parce qu'ils voyaient les bienfaits des 2 premières étapes. Et l'inventaire de la culture actuelle, ce qui est important, c'est un questionnaire qui a avec comme participant l'entièreté de la société. Et alors, comment est-ce que ça fonctionne, une culture idéale? Il y a beaucoup de communication à faire. On a rempli un questionnaire ensemble en 3 sessions digitales. C'était le début des restrictions sanitaires. Et donc, tous les participants, il y en avait 13, et 13 fois, on a mis des gens autour de la table. Ça a duré assez longtemps, entre plusieurs sessions. Normalement, il faut une bonne session de 3 heures. Là, on a eu besoin de 3 sessions de 3 à 4 heures. C'est pour vous dire qu'il y avait pas mal de débats, de réflexions, d'apports de l'intellect de ces gens, mais aussi, on doit forcer de constater que c'était parfois beaucoup de questions qui se posaient. Et en parallèle, on a demandé à chaque participant de remplir ce questionnaire en ligne. Ensuite, il y a eu des retours d'informations avec des workshops. La deuxième phase, comment ça s'est passé? Donc, chaque participant sélectionne entre 5 et 10 répondants. Il y a une communication qui est soignée avec des modèles de email qui sont connus en fonction du style du manager qui a informé lui-même ou elle-même ses intervenants pour demander l'approbation de voir s'ils voulaient participer. On a donné une guidance pour savoir quels étaient ou quels devraient être les répondants. On préfère éviter des répondants avec lesquels vous avez eu une situation de conflit dans le récent passé, évidemment. Et puis, les participants se sont auto-évalués. Il y a eu plusieurs sessions de feedback sur le profil consolidé et alors ensuite des bilatérales avec les participants où on a comparé le profil consolidé à l'aide du circonflexe avec le rapport par personne. Et une fois de plus, il y avait des sessions de coaching qui est toujours en cours, où on a aidé
les participants à formuler un plan d'action lié aux aspects culturels. La troisième phase, c'est à nouveau la même approche, sauf Luc, que… et Luc, est-ce que, Oui. pour la petite histoire, est-ce que, puisque tu as parlé d'un public particulièrement sceptique, quelles ont été les réactions lorsqu'ils ont pris connaissance de leur profil? Alors, il y a une chose qui est fascinante. Donc, ça s'est amélioré au fil du temps. Mais initialement, ils mettaient tout en cause. Ils mettaient en cause le type de questionnaire, la traduction. Vous savez, en Belgique, on a deux langues principales, néerlandais-français, la traduction du néerlandais vers le français, la traduction de l'anglais vers le néerlandais ou vers le français. Et il y a eu une négation de certains résultats individuels. Il y a surtout eu une grosse surprise pour le résultat sur la culture idéale, où ils disent, mais non, ce n'est pas du tout notre culture idéale. Mais on leur dit, mais écoutez, vous avez répondu au questionnaire. Oui, mais le questionnaire est mauvais. Donc, ils mettaient en cause le résultat de la culture idéale. Euh, et bien entendu, ce n'était pas du tout lié au questionnaire. Ils se sont dit, oui, mais alors on veut répondre individuellement, on l'a fait en groupe, il y avait trop de pression du groupe. Et il y a eu des résultats différents entre la mesure en groupe et la somme des Oui. retours en ligne individuelle. Mais surtout, ils se sont rendus compte que la culture idéale, et je vais vous la montrer, la culture idéale n'était pas du tout ce que certains pensaient être la culture idéale. Alors, vous voyez ici, il y a une première observation qui est intéressante. Donc, le circonflexe reprend 12 types de comportements euh, liés à la culture. Je vais parler en couleur. La couleur bleue est plutôt orientée sur la réalisation de soi, le fait d'aider autrui, le fait d'arriver à un certain résultat, mais tout en s'auto-développant. Les styles verts sont plutôt liés au style d'évitement. D'évitement, on dit ça, Dino, en français? Évidemment, oui. Oui. Donc, éviter les conflits, éviter de prendre des décisions soi-même, être dépendant d'une approbation de quelqu'un, etc. Et les styles rouges sont plutôt les styles orientés sur un historique hiérarchique où on fait valoir sa position de pouvoir. Le style populaire, là, c'est l'opposition, où ils trouvent qu'ils estiment qu'ils doivent qu'ils ne doivent pas accepter n'importe quoi, ils veulent tout mettre en cause, il faut enrichir le débat. Et on ne condamne pas ce résultat, mais c'est leur interprétation de la culture idéale. Et vous voyez que les styles 6 et 5, par exemple, sont 0. Vous voyez la petite ligne sur le troisième circonflexe qui est en gras, ça c'est le médian. Ça c'est le médian. Donc si vous êtes en dessous de ce médian, vous êtes comparé à la base de clients de Human Synergistics, vous êtes un petit peu moins prépondérant dans la présence de ce style dans votre organisation. Si ça va au-delà du circonflexe, comme le style 12 par exemple, ou le 1, ou même le 11, c'est beaucoup plus important que la moyenne de la base de clientèle de Human Synergistics. Ce qui Peut-être est intéressant, oui, oui, ajouter une précision, parce que nous, on est dedans, donc ça nous semble évident. Mais il faut voir que ces graphes sont gradués, et c'est-à-dire que les profils que l'on restitue sur le circonflexe sont comparés à une base, par exemple là, dans le cadre de l'OCI, à une base de 1000 entreprises. C'est-à-dire qu'on sait, dans notre entreprise, comment les gens se comportent, mais comparé à 1000 autres entreprises. Et donc, évidemment, ces graduations, ben, ce sont les cercles, comment dirais-je, concentriques que vous voyez sur le graphe, et le cercle gras représente comment dirais-je, représente les résultats bruts, les résultats de la moyenne des entreprises en termes de comportement, l'intensité des comportements dans la moyenne des entreprises. Bon, je ne vais pas aller dans les détails, mais c'est juste voilà, pour préciser que pour ceux ceux qui aiment avoir une approche plutôt scientifique ou en tout cas solide des organisations ou de l'accompagnement des gens, eh bien, on a des données chiffrées et qu'on peut comparer à un panel suffisamment grand
pour dire que le modèle est statistiquement fiable. Voilà. Merci Dino. Et je suis désolé, je me rends compte que j'ai repris un circonflexe d'une part en anglais, d'autre part en néerlandais, mais faites-nous confiance, la traduction existe en français. Et ce qui est, pour compléter ce que disait Dino, il y a une relevance statistique, c'est la propriété de l'outil. Et quand vous voyez les deux circonflexes, ce sont deux résultats face aux mêmes questions. Quelle est la culture idéale d'après vous, mais obtenue de deux façons différentes. À gauche, individuelle en ligne, et là vous voyez une volonté d'avoir beaucoup de bleu, et à droite, c'est le résultat obtenu en groupe, donc subissant la dynamique des gestionnaires de l'entreprise. Et statistiquement, ce sont des différences vraiment très, très significatives, très significantes. Et déjà, ça c'était, pour répondre à ta question, Palma, de tout à l'heure, c'était énigmatique. Deux réactions, comment ça se fait qu'il y a une différence, c'est pas logique. Et puis deux, donc l'impact du groupe joue. Et puis deux, mais on veut pas du tout être oppositionnel. Comment se fait-il que ça s'est repris dans notre culture idéale? Est-ce que quelqu'un avait une question? Est-ce qu'on peut dire que lorsqu'ils sont dans leur fort intérieur, c'est-à-dire lorsqu'ils répondent en ligne tout seuls, ils sont beaucoup plus positifs que lorsqu'ils travaillent ensemble? Tout à fait. Hein? C'est ce qu'on voit, hein? Il y a beaucoup plus de surface bleue lorsque les gens répondent seuls que lorsqu'ils répondent ensemble. Donc, c'est comme s'ils se neutralisaient quelque part quand ils sont ensemble. Il ne faut pas être trop, comment on va dire, optimiste. Et l'analyse que tu viens de faire en tant qu'expert en la matière était la même analyse pour chaque scoring de chaque question que eux faisaient n'étant pas experts en la matière. Très bien. Donc, on va prendre une. Donc, c'était très intéressant. Donc, ça, c'est un premier débat. Est-ce que ça, on peut le traduire en action concrète? Non, mais ça a eu le mérite de mettre la base de compréhension et de terminologie commune. Et ils étaient alertes à l'idée qu'il y avait une dynamique d'équipe qui jouait. Et ça, ils s'y reconnaissaient absolument. Ils s'y reconnaissaient même dans le style oppositionnel. Ben non, ce n'est pas du tout notre style préféré. Et voilà, c'est en soi le style oppositionnel qui fonctionne. Bien, je vais passer au slide suivant. Donc, la deuxième étape, c'est on connaît donc le circonflexe à gauche, en bas de page, de la culture idéale. Et on a fait un diagnostic avec un même type d'outil sur les conséquences ou l'impact des décisions et des styles des leaders, des dirigeants, ainsi que le cadre moyen. Et là, une fois de plus, je vais vous montrer les graphes. Vous voyez, il y a l'impact idéal. On ne va pas encore le comparer à la culture idéale, mais vous voyez les deux résultats de l'impact actuel. Donc, l'impact idéal a été défini avec les dirigeants. L'impact actuel a été scoré, a été estimé sur base de questionnaires par les 5 à 10 personnes pour chaque manager ou directeur impliqué. Et vous voyez qu'il y a des différences entre l'impact souhaité du manager en question, ici c'est le profil consolidé de tous les managers et directeurs, et la perception de certains groupes. Alors, ce qui est extraordinaire, regardez la perception de la direction générale comparée à la culture idéale des scores bleus, mais surtout l'impact souhaité idéal. Donc, l'impact souhaité, c'est moi en tant que manager, je souhaite que mon style a comme conséquence, a comme implication que mon équipe, mes collaborateurs puissent se déployer, faire une progression en réalisation de soi et surtout puissent aider chacun là-dedans. Et regardez, tout à fait de l'autre côté de l'extrême, la perception de la direction générale. La direction générale dit, vous les managers, votre style nous donne cette impression-ci, et vous voyez, l'opposition étant énorme, donc ça devient quasiment impossible à diriger l'entreprise. C'est le message donné par la direction générale. C'est un petit peu plus modéré de la part des cadres intermédiaires, mais les cadres intermédiaires sont perçus en disant
vous n'osez pas prendre d'initiative. Regardez l'aspect vert qui est très fort. Vous nous permettez de nous déployer, de nous réaliser, de progresser en tant que personne humaine. C'est le petit bleu. Vous stimulez les aspects de compétition, vous exigez un perfectionnisme et vous stimulez l'opposition. Mais par contre, malgré cette opposition, c'est vous qui prenez les décisions pour nous. Les gens ont très peu d'autonomie. Nous percevons qu'il y a très peu d'autonomie dans votre style de fonctionner. Ça, c'est les analyses qu'on vient de faire. Et là, avec cette analyse-là, on peut déjà plus l'actionner vers un plan d'action. Alors, vous voyez dans le petit box en haut à droite qu'il y a des profils parfois atypiques et qu'il y a des fortes différences entre les participants. Donc, il y a une multitude de styles différents. Et un exemple, mais c'est un exemple parmi d'autres, c'est un résultat. Donc, il y a, je pense, 120 questions et sur 5 de ces questions, vous voyez ici le résultat. Vous voyez le petit triangle, c'est la moyenne des réponses des participants et la barre rouge, c'est l'écart type. Et forcément, il y a des comparaisons intéressantes à faire, sachant qu'on a un troisième indice qui n'est pas repris sur le graphe ici, qui est la moyenne des 1000 clients de Human Synergistics. Et ici, pour être dans le bon, ici, on doit être au-delà de 5,5. Ça dépend de la question, la moyenne, mais la moyenne est plutôt entre 5,5 et 6 pour être dans la norme. Donc, si le triangle est de moins de 5,5, c'est un point d'attention. Et ici, ce rapport est destiné aux individus, mais le résultat qu'on voit ici, c'est le résultat consolidé. 2 analyses à faire. Les écarts types, par exemple, sur la deuxième question, vous estimez que telle personne stagne en tant que manager ou se perfectionne en tant que manager. Vous voyez qu'il y a quand même un doute, le score 3, chez au minimum une personne qui a répondu. Et des félicitations du jury de au moins une personne qui a répondu 6 sur 7. Donc, il y a dans les rapports qui sont disponibles, il y a à peu près un rapport de plus de 100 pages par individu, idem pour le profil consolidé. Et ça, c'est une demi de ces pages. La troisième étape, c'est la définition de la culture actuelle. Et vous voyez que quand on compare la culture idéale avec 13 participants à la culture actuelle avec 85 participants, vous voyez qu'il y a quand même graphiquement, visuellement, il y a du fond derrière, de l'analyse derrière, mais une énorme différence entre la volonté du corps managérial de promouvoir les styles bleus et la perception par autrui, par l'ensemble de la société. Regardez la gestion de avoidance, donc l'évitement, le style tout en bas du circonflexe, l'évitement, donc éviter des conflits par exemple, elle est quasi acceptée comme faisant partie de la culture à respecter par tous les employés, alors que les gestionnaires disent mais non, il faut pas que vous soyez dépendant de nous. Et by the way, on veut que vous soyez stimulé dans votre progression personnelle dans votre carrière et le retour de façon très prépondérante et le retour de l'enquête est oui, c'est peut-être bien le cas, mais nous, ce n'est pas du tout comme ça qu'on le perçoit. On est plutôt dans la norme. Par contre, ils sont d'accord sur le style 7. On aime bien débattre, on aime bien être oppositionnel. Non seulement c'est la culture idéale mesurée. Ils sont d'accord qu'ils ne sont jamais d'accord. Voilà. Voilà. Et alors, ça devient, tu le dis en boutade, Dino, mais c'est exactement ce qui se passe chez le client. C'est que de temps en temps, on dit « Ah, tu es à nouveau pas d'accord avec moi. Attention, ah oui, je sais. C'est ce qu'on voulait être, non ?» Et ça permet de briser des glaces, ça permet de progresser en coopération. Ce sont des effets, ce que j'appelle secondaires. Je vais retourner au précédent. Dans la mesure de la culture actuelle, on analyse également les facteurs
causaux qui expliquent la différence entre la culture idéale et actuelle. Et ces facteurs causaux, bon, il y a une partie de théorie que je vous épargne les détails, mais il y a 31 facteurs causaux qui sont mesurés. Et ici, il y a plusieurs représentations, mais ici, c'est représenté en fonction du delta face à la moyenne historique qui est ici 0 de la base de données. Et donc, si vous dépassez, comme les facteurs en bleu, par exemple, le plus fort, c'est upward communication. Ça veut dire que le flux d'informations des équipes vers la gestion fonctionne super bien. Et en tout cas, appréciés comme ça, ils ont la possibilité de s'exprimer. Ben forcément, ils ne sont jamais d'accord, donc ils rentrent dans les bureaux pour s'exprimer du mécontentement. Donc tout ça fonctionne très bien. Par contre, le côté... Pardon, juste une petite précision pour dire que ce graphe-là, il est très précieux parce qu'effectivement, on a 31 façons d'observer l'efficacité de l'organisation et on est benchmarké sur plus de 1000 entreprises. D'accord ? Donc, effectivement, ce qui est bleu montre que cette boîte-là fonctionne mieux et beaucoup mieux même que la plupart de ses compétiteurs, enfin des entreprises de la planète. Et évidemment, ce qui est à droite, mais tu l'expliqueras, ce sont des points d'observation. Mais ça, c'est quand même important. On a 31 critères de mesure d'efficacité et ces 31 critères sont benchmarkés. Et vous rappelez de l'intention du nouveau modèle stratégique, enfin l'intention de la nouvelle stratégie était de s'orienter plus vers l'intimité client. Et vous voyez le deuxième delta rouge à droite en dessous de cette moyenne historique, de ce benchmark, c'est justement le Customer Service Focus. Et c'est tout à fait ça. Il y a un overlap très important avec l'orientation client. Il y avait un département constitué de 3 personnes qui s'appelait le service clientèle, qui était on a pu les identifier dans leur scoring, qui était très au-dessus de la moyenne à la perception d'autrui sur leur orientation client. Par contre, c'est vraiment très étonnant de scorer tellement bas en moyenne, parce que les 3 sont repris ici. Et donc, les facteurs causaux qui sont dans le rouge ont fait l'objet d'une traduction vers un plan d'action. J'ai bien aimé ta mise en perspective de ceux où on est le moins bon, si je peux dire, et ceux où on est le meilleur que le reste du monde. Parce qu'effectivement, on peut se dire, mais comment est-ce que nos forces peuvent nous aider à travailler nos faiblesses? Et c'est tout à fait correct, Dino. Et ce qui est très fascinant de constater, c'est qu'ils continuaient, alors ils ont des ressources limitées comme tout le monde, et donc il va falloir prioriser les actions et les diverses initiatives. Et les quelques initiatives, en plus des requis typiquement de leur business, par exemple le département RH qui lance une campagne de communication sur le respect d'autrui, se trouvait tout juste sur les points sur lesquels ils étaient déjà très forts. Alors, c'est l'œuf ou la poule. Est-ce qu'ils sont forts parce qu'il y a eu des initiatives? Mais ce qui est plus intéressant, c'est de gratter un peu plus loin. Pourquoi il y a des initiatives? Ben justement, parce que c'est apprécié et les gens sont dans leur zone de confort, qui est la raison principale pour laquelle il y a certaines initiatives qui ont été prises. Ils ont accumulé une expérience, ils veulent revaloriser cette expertise. Et ils sont déjà largement au-dessus de la moyenne, et donc ils sont en train de régler des problèmes qui n'existent pas. Les problèmes sont du côté droit de ce graphe. Et ça traduit, je vous épargne les détails parce qu'on est un peu à court de temps, mais ça a permis, vous voyez le top 5 des deltas à droite se retrouvent ici dans les leviers. Et les actions, c'est la traduction en action d'un levier potentiel. Par exemple, il est apparu que l'élaboration et le suivi des objectifs par rapport à surtout la nouvelle stratégie, mais même avant, les gens disaient on navigue dans le noir, il y a très peu de clarté, je ne sais pas ce qu'il faut faire, etc. Et à droite, on a traduit l'action en disant aider les collaborateurs à formuler des objectifs eux-mêmes, mais spécialement les managers. Et donc, il y a chaque fois une logique entre la colonne à gauche et droite. Et tout ça est décliné en plan d'action intégré dans
dans les objectifs individuels et les objectifs par équipe. Ça m'intéresse d'avoir peut-être une ou deux petites indications sur comment faire en sorte que l'ensemble de ces 90 personnes soit consciente de son appétence pour le mode opposition et comment elle se transforme, comment elle arrive à corriger ça. Je vais prendre deux exemples, Dino. Le premier est sur le slide, le second est sur les slides suivants pour terminer. Le troisième point, ça a l'air bête, hein, mais il y a une responsable de la communication qui est très performante. Par contre, comme les participants autour de la table savent que dans la communication, il y a une intention, il y a le choix du message. Donc l'intention, c'est l'objectif, il y a les choix du message, du médium, du timing, de l'audience, etc. Et ici, ils ont été fort changés. Vous vous rappelez Nike qui disait "Just do it", ne vous posez pas de questions, allez courir. Et ici, c'est pareil. Ici, la communication, elle est axée sur qu'est-ce qu'il faut faire, il y a un souci, on communique, mais pas sur le souci, mais sur le success story. Quand il y a quelque chose qui a bien été pour espérer stimuler que les gens se focalisent un petit peu moins sur l'opposition, mais justement trouvent des moyens pour éviter cette opposition. Et il y a un plan de communication, je ne connais pas la fréquence, mais c'était un moment hebdomadaire avec des petits succès historiques qui étaient partagés et qui étaient expliqués sur base de ce vocabulaire partagé. D'accord. Et alors, il me reste deux slides. Je ne vais pas rentrer en détail, mais c'est sur le cinquième point, c'est qu'on a réfléchi, OK, comment est-ce qu'on peut donner un coaching sur le leadership? Alors, coaching, mentoring, vous savez qu'il y a une différence. Nous n'avions pas à disposition des vrais coachs, mais on a développé une petite technique qui s'appelle le feed forward. Plutôt que de se baser sur un feedback souvent associé au cycle d'approbation, au cycle d'évaluation annuel, on a demandé en 6 étapes un feed forward, un retour de la part d'une personne de confiance, avec 3 personnes de confiance par manager qui participent au système de coaching, c'est-à-dire l'ensemble des managers. Et on anonymise et on consolide en tant que consultant le retour, le feed forward, et qui était une réponse à la question qu'est-ce qui devrait être fait encore plus souvent? Qu'est-ce qui est positif? Qu'est-ce qui devrait être fait? Évidemment, on ouvre aussi la porte à des suggestions d'amélioration. Et tout ça est traduit en 6 phases. Je passe au slide suivant pour terminer, d'accompagnement du manager. Ce cycle est en cours. Et ce qui est intéressant, c'est que pour la toute première fois, les gens ont un plan d'action. Alors, le plan d'action n'est pas encore formellement intégré dans le cycle d'approbation géré par la hiérarchie et par les ressources humaines. Mais déjà, on donne la possibilité au manager de dire je vais me focaliser sur base des enquêtes et des retours que vous avez donnés sur moi et en plus de ces cycles de feed forward, sur 3 à 5 points d'action que je partage avec vous, mes personnes de confiance. Et il y a un suivi, ceci est fait en 2 phases, un suivi qui est fait pour mesurer la progression ou le besoin d'ajuster ce plan d'action. Et voilà, ça c'est les slides que je souhaitais partager avec vous. Il nous reste 6 minutes pour questions-réponses. Est-ce que toi, j'imagine, tu as dû quand même, ils ont dû te faire transpirer pas mal au départ en réfutant, comment dirais-je, en étant en mode contradiction. Donc c'est vrai que tu devais, enfin je ne sais pas, j'imagine que tu as vécu des moments difficiles. Est-ce que toi, enfin j'imagine, hein, tu me diras, est-ce que toi tu vois que c'est en train de changer, toi? Est-ce que dans ta perception, si c'était toi l'instrument de mesure, ta propre perception à toi, est-ce que tu sens que ça évolue positivement? Ça évolue à 2 niveaux, mais mon point de repère, mon cadre de référence est en amont de cette réflexion-ci. Parce qu'en amont, on a introduit une réflexion sur l'accompagnement au changement organisationnel, etc. Et ça m'a permis à moi de constater qu'il y avait des forces qui jouaient que je n'arrivais pas à comprendre.
Et alors ensuite, il y a une double progression, une progression dans le chef de certains individus qui est assez impressionnant face à l'ouverture de réflexion, grâce à une meilleure connaissance de son impact sur certains comportements managériaux. Alors, en cas de pression, ça remonte toujours, il faut rester réaliste, mais les gens sont au courant et on voit cette progression. Et le second levier ou le second constat, c'est qu'il y a une progression de la coopération grâce à ce respect de certaines différences et l'impact que ces différences ont sur les facteurs causaux. Alors, les gens ne sont pas en permanence avec leur rapport ou notre résumé en 10 slides sous le bras, mais de temps en temps, on retombe sur cette analyse achevée ou prononcée comme étant une culture idéale en disant, attention, là, on dévie un tout petit peu de l'attention. N'a-t-on pas une alternative pour gérer le message ou pour remettre en question l'approche, etc. C'est assez impressionnant. Et est-ce qu'il est prévu un retest, c'est-à-dire de voir comment la culture et comment l'impact du leadership ont évolué à la suite de toutes ces actions d'accompagnement? Alors, c'est repris dans un processus qui est en cours. Donc, c'est le plan d'action des leaders où ils m'ont demandé de revérifier avec les personnes de confiance désignées par les leaders pour voir si on peut mesurer la progression ou le besoin de changer le plan d'action. Il y a un souhait exprimé pour remesurer, mais qui n'a pas encore été confirmé parce qu'il y a des implications budgétaires. Est-ce que toi, tu as des questions à poser à nos auditeurs, Luc? Est-ce que vous... Juste une petite question, on pouvait lever le bras si nécessaire, à l'exception d'Anoucha, je vois tout le monde. Est-ce que vous avez été confronté dans vos organisations ou vos clients respectifs à une volonté de faire quelque chose, entre guillemets, autour de la culture? Si oui, levez le bras. Est-ce que vos clients ou votre organisation dans laquelle vous fonctionnez a exprimé le souhait d'analyser la culture, je dirais même plus? Est-ce que vous avez pointé du doigt les aspects culturels sans n'ayant... Ça, c'est pas la même question. Parce qu'effectivement, et ça ne m'étonne pas qu'on dise non, ouais, non. Et c'est ça qui fait la difficulté aussi de notre action. Les clients, les prospects n'ont pas la volonté d'aller sur la culture au départ. C'est trop nébuleux. C'est effectivement à travers ce que nous, on peut présenter, puis à travers comment dirais-je, les précieuses informations, le benchmark, enfin, tout ce qu'on peut présenter comme gain possible pour l'organisation d'avoir connaissance, accès à ces informations qui vont nous suivre. On va dire oui, finalement, on fait un gros raccourci. Il faut y aller, il faut qu'on regarde ces histoires de culture parce que c'est là qu'est le siège de toute notre façon de travailler ensemble et de toute bonne et mauvaise, quoi. Donc, effectivement, c'est souvent cette idée d'aller sur la culture, c'est nous, souvent, qui l'inspirons, si je peux dire, en tant que consultant, en tant qu'accompagnant. Oui. Oui. J'ai une question pour toi, Luc. Peut-être répondre déjà à ta question, c'est que quand on mentionne, on peut parler de culture, mais très souvent, les organisations ont un peu peur du travail à faire. Et donc, nous, on le propose, enfin, le mot culture est toujours dans notre vocabulaire, quelle que soit la réunion, ou que ce soit des petits groupes ou des... mais donc, pour les amener petit à petit, oui, c'est un gros monstre pour eux, la culture. Et donc, la question que j'ai pour toi, c'est que tu as commencé, donc, dans ton processus, le processus a été de faire la culture idéale, et ça, je comprends bien, c'est léger, c'est positif, c'est déjà en mouvement. Mais est-ce que tu avais quand même proposé ou présenté
tout le modèle ou est-ce que comment, dans vraiment le tout début, est-ce qu'ils étaient déjà, quand ils ont pris la décision de faire l'idéal, est-ce qu'ils étaient déjà conscients qu'il y avait l'OEI et la culture actuelle ou est-ce que... On a triché un petit peu. On a amené Valère à la réunion pour expliquer la culture à notre place. Donc, nous, on a juste suscité leur intérêt. Et Valère, le premier slide que Valère a montré, c'est le modèle, comment fonctionne la culture. Et je me rappelle, Valère, qu'il y avait pas mal d'opposition en disant, mais non, il faut commencer dans un autre sens. Enfin, c'est quoi vos histoires? Et Valère a réussi à objectiver cette approche en disant, tiens, c'est pour vous, d'après ce que je comprends, d'après nos échanges initiaux dans la préparation de la réunion et en fonction de la réunion, que cet ordre logique était OK. Moi, j'aurais commencé personnellement dans un autre, par la culture actuelle, juste pour montrer aux ingénieurs, voici la perception de tout le monde. La raison pour laquelle la raison principale pour laquelle Valère a réussi à les convaincre, c'est qu'on pouvait limiter l'impact avec la culture idéale à 13 personnes, alors que la culture actuelle reprenait l'ensemble des collaborateurs, une centaine, et il y en a 85% qui ont participé. Oui, et puis c'est plus léger en termes de budget. C'est aussi, on peut décider après quoi faire, de continuer ou pas. Pas toute l'organisation a été impliquée. Oui, donc, ouais. Et en plus, est-ce que je peux interrompre 2 secondes? Oui. Bien sûr. En plus, la différence entre la culture idéale qu'ils ont remplie en ligne, oui, et qu'ils remplit en équipe, la différence, c'était un processus d'apprentissage. Là, ils ont vu qu'il y a de temps en temps un style opposition qui entre la discussion où une partie de l'équipe va se retirer, ne veut plus. Et ça, ils ont constaté. Et donc, la traduction d'un idéal à la culture actuelle, à ce moment, ils ont compris que dans l'actuel des choses, l'opposition ne leur permet pas de réaliser leur stratégie. Ça, c'était... C'était formidable de voir ça sur la comparaison des deux circonplexes, c'est-à-dire que c'est juste flagrant quand on est ensemble, quel est le résultat de notre être ensemble. Hein. C'est génial, je trouve. Et c'est dû à des aspects de style personnel, des gens qui sont plus ou moins extravertis, qui se manifestent plus ou moins dans les réunions, malgré que ce soit un comité de direction avec des managers. Il y en a des qui ont un peu moins d'expérience, un peu plus de volonté de s'exprimer de façon explicite, avec des métaphores ou de façon directive. Et je trouvais ça passionnant. Par contre, d'un point de vue clin d'œil du consultant, on a eu un petit souci de gestion budgétaire initiale par leur besoin et leur volonté de comprendre et leur besoin d'être rassurés sur le bienfait de la mise en place et le choix de la méthode. Et il y a 2-3 personnes qui nous ont appelés, mais une dizaine de fois pour être... Donc c'est bien, c'est positif, parce que ça montre leur application et leur volonté de comprendre, mais d'un point de vue, notre orientation client était vraiment... était au top. Je suis un peu biaisé parce que je parle de moi-même, mais c'était par après coup, c'était un bon investissement, mais au moment même, on s'est posé des questions, mais enfin, ils exagèrent un petit peu quand même. Et combien de temps j'ai entendu Dino parler d'un retest, et donc 2 ans. Alors, le tracé total est 2 ans parce que c'est en parallèle avec une transformation stratégique, un nouveau modèle opératoire, des nouvelles descriptions de fonctions, et ça s'entrecoupe un petit peu, ce qui fait qu'il y a un effet retardant dans le processus. Entre le moment de la dernière mesure pour élaborer le plan d'action pour les managers et le retest, on avait prévu 3 mois, mais dans la pratique, ça fera entre 6 et 9 mois parce qu'ils ont l'impression d'avoir fait le plus gros du travail déjà avec leur première version du plan d'action. Il y a un problème de charge de travail auto-estimé. Je suis prudent, mais il est clair qu'il y a des gros changements qui sont en cours, qui sont des chouettes investissements nécessaires, mais qui font que de temps en temps, la partie dans un club d'ingénieurs,
la partie soft skills, la partie culturelle, la partie description de fonction pour quelque chose qu'ils font déjà, par exemple, a un peu moins de priorité dans la pratique que l'orientation client, les services clients. Ouais. Et, euh, et si tu venais à le refaire, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais comment? Peut-être, il y a à boire et à manger, mais peut-être rendre obligatoire la participation. Parce que dans la négociation, des aspects optionnels, que ce soit dans la participation, la participation dans le coaching, que ce soit dans la participation ou l'implication, le choix des interlocuteurs, des personnes de confiance, on a à chaque fois laissé, pour des bonnes raisons, le libre choix. Je pourrais être un peu plus conservatoire là-dedans, si c'était à refaire. Et par exemple, d'obliger tout le monde à passer à travers la même moulinette. Je suis désolé d'utiliser ce terme, Dino, mais in fine, tout le monde participe et tout le monde a choisi ses personnes de confiance. Et non, ils n'en ont pas fait un, mais chacun en a fait trois. Et donc, toutes les négociations, c'était des pertes de temps, mais on est arrivé à la même finalité. On aurait pu imposer que tout le monde participe. Là. Ceux qui n'ont pas participé se sont sentis exclus du fonctionnement du groupe. Et donc, cette dynamique du groupe, pour pouvoir les réinclure là-dedans, ils se sont dit, bah, finalement, on a changé d'avis. On va quand même participer. Donc, je ne ferai pas beaucoup de choses différentes. On a fait les choses parce que c'était la bonne décision au moment même. Par après coup, 2-3 options, je les aurais mandatées. Ok, super. Bien. Bah, je vois que l'heure tourne, donc s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être, voilà, j'espère, enfin, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai, que ça montre que en tant qu'intervenant, en tant que consultant, eh bien, on travaille sur quelque chose de consistant, quelque chose de solide, qui nous permet peut-être d'aller droit au but avec le client et puis d'avoir des points de repère et qui sont toujours rassurants, y compris pour ceux qui prennent des décisions. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, Imen, effectivement, s'attaquer à ce sujet de la culture, ça semblait énorme. Mais bon, d'avoir ces points de repère, de savoir qu'on a un processus, qu'on a un savoir-faire qui est lié justement à toute cette information qu'on a sous la main, c'est rassurant. Et puis, me semble-t-il, ça nous permet de mesurer l'efficacité des actions aussi. Hein, parce que quand tu fais un retest et que tu regardes comment les choses ont évolué, ben voilà, objectivement, tu as la réponse. Ce n'est pas seulement demander au client s'il est content, c'est dire, ben voilà ce qui a changé chez vous, selon votre propre appréciation. Donc, c'est quand même quelque chose de puissant. Ben, voilà, ben, écoute, merci beaucoup à tous. Merci à toi, Luc. Juste, puisque je te laisserai la parole, le dernier mot, Luc, hein, bien entendu, mais je profite de l'occasion pour vous dire que le 9 juin, on va faire un autre webinaire sur, comment dirais-je, justement, qui va toucher aussi au thème de la culture d'entreprise, mais voir comment certaines cultures vont permettre de s'adapter ou de traverser plus facilement les situations de crise. Et on a un consultant expert là-dessus qui va nous donner toute son expérience dans le domaine. Voilà, donc je vous invite à vous y intéresser, à revenir nous accompagner ce jour-là si le sujet vous intéresse. Il va y avoir aussi, je vous le dis aussi entre parenthèses, mais Valère, tu m'arrêteras si je dis une bêtise, mais on va aussi faire un retour d'expérience sur la manière dont on présente les sujets chez les clients. Voilà, j'ai pas mal de consultants qui me disent, mais Dino, on adore les outils, on adore les machins, mais bon Dieu, les clients, qu'est-ce que c'est difficile à convaincre. Comment est-ce qu'il y a des bonnes pratiques? Est-ce que vous pouvez nous aider là-dessus? Donc, on a dit, on va aller chercher des consultants qui fonctionnent pas mal avec ces outils-là, et on va leur demander comment ils s'y prennent. Voilà. Et donc, vous allez pouvoir échanger avec eux. Donc ça, c'est une date encore à définir. On attend encore une ou deux réponses de consultants. Mais voilà, soyez attentifs. On vous enverra des
on vous enverra des newsletters, on postera sur LinkedIn les événements lorsqu'on aura les dates. Voilà, Luc, tu as le dernier mot. Mais tout d'abord, merci Dino à m'avoir permis de présenter et de partager cette expérience. Et un grand merci à tous les participants. Via Dino, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à passer par Dino. Il a nos coordonnées de contact. Merci. Merci à tous. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup, Luc. Merci.